Je suis Catherine Meurice, je suis académicienne des Beaux-Arts et je suis dessinatrice et autrice de bande dessinée. Qu'est-ce que l'Institut de France? Alors nous nous trouvons aujourd'hui sous la coupole de l'Institut de France, qui est un endroit à la fois solennel et chaleureux, qui est d'une grande beauté. L'Institut de France a une devise que j'aime beaucoup et qui est très claire, qui est perpétuer, soutenir, éclairer. C'est vraiment la grande maison qui accueille les 5 académies, donc qui s'occupe du fonctionnement de ces 5 académies, qui héberge aussi des fondations, qui s'occupe de l'accueil du public aussi, parce que l'Institut est souvent ouvert au public. Il peut organiser des conférences sur des sujets variés et très souvent d'ailleurs interacadémiques. Il y a eu par exemple une nuit sur l'impressionnisme, une nuit sur Notre-Dame, tout un cycle aussi sur le réchauffement climatique. Donc c'est vraiment une grande maison qui est là pour accueillir et s'occuper des académies, ces petits enfants académiques qui vont aller regarder un petit peu plus à la loupe ce qui se passe dans leur secteur respectif. Qu'est-ce que l'Académie des Beaux-Arts? Je fais partie de l'Académie des Beaux-Arts qui regroupe des peintres, des sculpteurs, des architectes, des dessinateurs, des graveurs, etc. qui a pour mission d'aider les artistes et de soutenir les artistes et vraiment de se préoccuper de la question artistique et culturelle aujourd'hui en France. Pour reprendre l'expression de mon confrère Pierre Collin, qui est graveur, c'est comme une grosse boîte à outils. Donc à l'Académie des Beaux-Arts, on fait partie de jurys, de commissions. On aide des artistes en résidence, on a même créé des résidences d'artistes. Voilà, une institution dont le rôle est absolument crucial, qui est de se tourner à la fois vers l'avenir, donc les artistes d'aujourd'hui, mais aussi aider les artistes en difficulté parfois, qui sont de tout âge, de toute génération. Et il y a également aussi l'idée de se préoccuper du patrimoine ou de soutenir le patrimoine ancien. Il va s'agir par exemple de restaurer l'appartement de l'architecte Auguste Perret. Voilà, donc c'est assez varié. C'est à la fois une grosse machine qui s'occupe d'endroits assez prestigieux et importants, dont certains sont très touristiques, et en même temps elle a un rôle très précis qui concerne certains artistes qui ne sont pas forcément dans la lumière, au contraire. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu en fait, et que j'ai découvert quand je suis rentrée à l'Académie. Ouais. Pourquoi et comment devient-on académicienne? Alors, je n'ai jamais songé à devenir académicienne, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Je connaissais bien sûr l'Institut et les académies, mais alors le jour où Adrien Goetz, lui-même académicien bien sûr, m'a approché, parce qu'il s'agit souvent de ça, on est approché par des académiciens. Voilà, le jour où il est venu m'en parler et qu'il m'a dit que l'Académie des Beaux-Arts s'ouvrait et s'intéressait à la bande dessinée, que voilà, vraiment l'Académie suivait pas les tendances actuelles, mais enfin vraiment suivait ce qui se passait dans la culture actuellement. Et il voyait que la bande dessinée avait son importance. Adrien Goetz m'a dit tentez votre chance, à l'époque vous voyez, tentez votre chance. Et ce qu'il m'a dit m'a plu, c'est-à-dire que non seulement j'étais curieuse de découvrir cette institution qui m'avait l'air utile, et d'autre part, ça pouvait me permettre de sortir de mon atelier, parce que le métier de dessinatrice de bande dessinée, j'ai été dessinatrice de presse longtemps, où là j'étais en équipe, mais quand on fait la bande dessinée, on est seul. Je crois que devenir académicienne, c'est-à-dire rentrer dans une compagnie qui est composée d'autres artistes, architectes, peintres, sculpteurs, etc., c'était un peu forcer ma timidité, c'est-à-dire me pousser à sortir un peu de moi-même. Il faut être beaucoup en soi-même pour faire ses livres et de temps en temps il faut sortir. Et je me suis dit voilà l'occasion unique de me cultiver, de rester en alerte en permanence, de voir ce qui se passe dans le monde de la culture. Et par ailleurs, je me suis dit si jamais ça marche, parce qu'à ce moment-là j'étais évidemment pas encore élue, eh bien, je me suis dit que ce serait peut-être bien pour la bande dessinée, même si je n'osais pas, et je n'ose toujours pas aujourd'hui, me considérer comme une représentante de la bande dessinée. Mais c'était peut-être l'occasion ou jamais d'offrir une reconnaissance à la bande dessinée, qui est un art populaire et qu'on n'imagine absolument pas sous la coupole. Quelle est l'histoire de votre habit et de votre épée d'académicienne? L'habit vert, c'est toute une histoire. C'est vraiment, on découvre un peu le poteau rose une fois qu'on a été élu. Je ne m'attendais pas du tout à ça.
Une fois que vous êtes élu, on vous dit bon, il vous faut un habit, le protocole le veut, et il vous faut une épée ou un autre accessoire. On peut choisir. Moi, j'avais envie d'avoir une épée comme les hommes. Je ne vois pas pourquoi j'aurais autre chose. Et c'est une aventure assez amusante. Alors qui s'est faite aussi un peu dans le stress me concernant, parce qu'il a fallu constituer un comité de l'épée, c'est-à-dire ouvrir une souscription pour financer cet habit qui en général vaut assez cher. Mais bon, tout ça se fait dans la bonne humeur et la bienveillance. Et c'est Agnès B qui a dessiné mon costume. Donc c'est la première fois que j'avais un costume sur mesure et je trouve que c'est pas désagréable. Non, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de discuter avec elle du dessin, encore une fois, du patron, des mesures, de la taille des olives et des rameaux d'olivier sur l'habit, quelle broderie, pourquoi, comment, etc. Tout ça c'est du dessin, donc finalement c'est jamais éloigné de mon travail. Et donc ça concerne l'habit qui est, je trouve, réussi, merci Agnès B, et très confortable en plus. Et par ailleurs, l'épée, alors on est assez libre, de plus en plus aujourd'hui les épées sont vraiment originales. Certains académiciens ou certaines académiciennes choisissent de ne pas avoir une arme qui ressemble vraiment à une arme ancienne. J'ai choisi d'avoir une épée comme les hommes. On sait qu'il y a beaucoup d'hommes à l'académie, les femmes arrivent enfin, mais enfin bon, voilà, je voulais une vraie épée. Comme j'aime les objets anciens, parce que j'aime l'histoire qu'ils racontent, les récits qu'ils portent en eux, qu'on les connaisse ou pas, j'ai chiné une épée de cour du XVIIe. J'aimais vraiment sa forme extrêmement simple, qui pouvait me rappeler les Trois Mousquetaires de Dumas, enfin voilà, tout de suite, moi j'aime être dans les romans. Et je l'ai fait, customiser, j'aime pas trop ce mot, mais je l'ai fait revisiter par la maison Artus Bertrand, notamment Sébastien Demion et son équipe. J'ai demandé à ce qu'un disque d'agate mousse soit fixé là, juste sous le clavier. D'une part parce que j'aime les pierres, c'est quelque chose qui m'inspire depuis toujours dans mon travail. Celle-ci en particulier me plaît beaucoup parce qu'une agate mousse, ce sont des pierres qui ont à l'intérieur comme un lichen, ou comme un jet d'encre couleur. Donc il y avait à la fois cette référence à la nature et aussi pourquoi pas à la peinture. Voilà, c'est un peu mes deux, c'est un peu mes deux marottes. Donc ça me plaisait d'avoir sur cette épée un extrait, un morceau de minéralité qui contenait aussi en lui quelque chose de vivant finalement. Je trouve ça amusant d'imaginer que les pierres pensent, et que les pierres vivent et qu'elles nous racontent aussi quelque chose. Et par-dessus, nous avons 4 plumes de dessinateurs qui sont des amis, qui étaient des amis. Alors nous avons celle de Quentin Blake, l'illustrateur anglais, qui est une merveille absolue, qui me l'a postée, et ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle est encore pleine d'encre. Donc il a fini un travail d'illustration, il m'a envoyé depuis Londres sa plume. Il y a une plume de Luz, mon comparse de Charlie Hebdo, une plume de Claire Bretéché, que son fils m'a donné. J'ai connu Claire Bretéché, dont j'admire le travail, et une plume de Bloch, qui est un bon camarade, auteur de bande dessinée, qui est un dessinateur génial. Je voulais avoir ces 4 amis ici avec moi. Je voulais que cette épée soit aussi un symbole d'amitié, en fait, parce que je trouve qu'on est rien sans les autres. Et dans mon parcours d'autrice et de dessinatrice, ce sont vraiment les rencontres avec les autres dessinateurs qui m'ont mis sur la voie. Quand j'ai été étudiante, j'ai rencontré des illustrateurs professionnels qui m'ont guidée. J'ai très vite rencontré les gens de Charlie Hebdo qui m'ont fait avancer à 1000 à l'heure, et ça n'a jamais cessé en fait. J'ai eu, je crois, la chance de rencontrer beaucoup de gens, beaucoup d'artistes très généreux qui m'ont soutenue. Et je voulais leur rendre hommage à travers cette épée qui finalement devient à elle seule une grande plume. Moi-même je dessine à la plume mes livres, mes dessins. Et sur le clavier, j'ai fait graver
un petit renard entouré de myosotis, qui est le renard de la tapisserie La Dame à la licorne qu'on peut voir au musée de Cluny. Pourquoi ce renard? D'abord parce que c'est un animal qui me plaît depuis que je suis enfant. J'ai grandi à la campagne, donc j'en ai vu quand j'étais enfant. Et j'aime les animaux sauvages en général. J'aime le roman de renard, j'aime les fabliaux du Moyen-Âge, j'aime tout ce que représente cet animal qu'on dit à tort nuisible et que je trouve d'une grande beauté et qui se faufile comme ça dans la littérature et dans les arts, qui a souvent été utilisé pour se moquer des hommes. Donc j'aime beaucoup cette petite bête. Et d'autre part, là il s'agit du renard du musée de Cluny, donc c'est aussi mon lien avec les musées dont j'ai voulu parler, que j'ai voulu évoquer en le faisant graver sur cette épée. Et autour de ce renard, il y a une date, 1784, qui est la date qui est inscrite sur le porche en pierre de ma maison d'enfance, dans les Deux-Sèvres. Et c'est une maison dont je parle dans une de mes bandes dessinées qui s'appelle Les Grands Espaces. Et une fois encore, j'aime ce chiffre parce que je le vois depuis que je suis enfant, qu'il m'a toujours fait rêver parce que c'était cette maison qui était en ruine avait une histoire avant qu'on arrive. Il a fallu y planter beaucoup d'arbres, retaper cette baraque. Enfin, il a fallu créer vraiment notre propre histoire à cet endroit-là. Et je suis particulièrement émue par le chiffre 4 est à l'envers, 1784, parce que je crois qu'il a été taillé dans la pierre, sans doute par des artisans illettrés ou où il y a eu une erreur. Et j'aime beaucoup pour moi, c'est pas un défaut, c'est vraiment une petite chose singulière, une marque singulière qui évoque les artisans. Et là encore, être dessinateur de bande dessinée, il y a un petit côté artisanal aussi là-dedans. Donc voilà, je voulais que tout ait un peu du sens. Et puis elle est légère. Voilà. Pouvez-vous nous raconter votre cérémonie d'installation sous la coupole? Alors ce qui s'est passé pour mon installation, c'est qu'au départ, en janvier 2020, quand j'ai été élue à l'Académie des Beaux-Arts, j'ai été élue en section peinture, sur le siège d'Arnaud d'Autrive. Et il a été question ensuite de me transférer dans une autre section qui s'est depuis appelée section gravure et dessin, où j'avais plus ma place parce que je ne suis pas peintre. Et donc mon transfert a duré quelques temps. En tout cas, c'est seulement fin 2022 que j'ai été installée sous la coupole de l'Institut de France. À cette occasion, mon siège était tout neuf en fait. C'était vraiment une création d'un siège. Je n'arrivais pas après un graveur qui était décédé quelques années avant. Donc l'objet de mon discours, eh bien, c'était le dessin et la bande dessinée. Traditionnellement, quand on fait son discours lors de sa cérémonie d'installation, on rend hommage à son prédécesseur. Et moi, comme il n'y avait personne derrière moi, eh bien, j'ai parlé du dessin, de la bande dessinée. Et à cette occasion, j'ai fait résonner ici des noms qui m'étaient très chers et je crois qu'ils n'ont jamais résonné à l'Institut, c'est-à-dire les noms de Bretéché, Rézère, Sampé, Cabu, Pétillon. Et ça m'a fait très plaisir et je crois que ça fait plaisir à beaucoup de monde aussi dans l'assistance, y compris aux académiciens. On pouvait imaginer un choc des mondes entre l'institution et la bande dessinée, qui est un art insolent, populaire, rebelle, qui a commencé dans des milieux underground, dans les fanzines, etc. Et je crois que ce qui a agréablement surpris tout le monde, surtout de la part chez les personnes qui étaient venues, qui étaient invitées à la cérémonie, c'est qu'ils se sont rendus compte que l'Académie accueillait avec beaucoup d'évidence la bande dessinée, parce que les académiciens sont des lecteurs de bande dessinée depuis longtemps. On a tous lu des bandes dessinées enfants, certains continuent aujourd'hui. Et je crois que c'est ça qui m'a rendue très heureuse, après avoir beaucoup stressé bien sûr. L'installation sous la coupole, c'est très impressionnant, mais finalement j'ai trouvé que cette journée était très joyeuse, parce qu'il y avait eu cette rencontre entre quelque chose d'extrêmement solennel et en même temps très simple. Et les académiciens et notre cher secrétaire perpétuel, Laurent Petit-Girard, étaient vraiment là pour formuler cet accueil avec beaucoup de générosité et de sincérité. Et donc ça, je me suis dit, ça c'est formidable.
Et ça ne s'est pas démenti depuis. Emmanuel Guibert a été élu après moi dans la section aussi gravure et dessin. Donc ça a été une journée, pour en revenir à mon installation, une journée pleine de joie. Ouais. Oui, oui. Et puis il y a quelque chose qui m'a fait rire, je suis assez contente de mon coup, c'est que pendant mon discours, on peut montrer des images qui sont diffusées sur les écrans, et donc j'ai montré des images, j'ai refait un peu l'histoire de la bande dessinée, donc Épionique, les Bécassines, etc., Gottlieb. Et puis j'ai évidemment parlé des dessinateurs de Charlie Hebdo, des anciens comme des modernes, et j'ai cité Rezer. Et donc c'était assez amusant de voir le personnage emblématique de Rezer qui s'appelle Gros Dégueulasse, qui se trimballe toujours en slip. Enfin, je ne vous fais pas un dessin, vous irez voir, mais voilà, il fallait voir Gros Dégueulasse projeté sur les écrans au-dessus des augustes visages de mes confrères et consoeurs académiciens, et c'était assez génial comme image, et je crois que tout le monde a beaucoup ri, y compris les académiciens. Voilà, moi ça me touche beaucoup parce que je crois que j'essaie de faire ça aussi dans mes livres. Voilà, ma première bande dessinée s'appelle Mes hommes de lettres, c'est une anthologie de la littérature française où je mélange les écrivains, leurs personnages, la grande histoire, la petite, et je veux que tout ça soit vivant comme un théâtre. Et bien j'ai retrouvé ça ici en fait, de l'érudition mais qui ne se prend pas au sérieux, un savoir qui doit être accessible à tous. Et puis je ne suis pas la seule à faire ça dans mes bandes dessinées, il y a énormément d'auteurs et d'autrices qui sont voilà, très, très ouverts, même parfois beaucoup plus que moi, sur le monde actuel, qui sont très, très cultivés. C'est ça aussi la bande dessinée. Et j'étais vraiment heureuse que tout ça soit présent, enfin il me semble, le jour de mon arrivée sous la coupole. Ouais. Quel est le quotidien d'une académicienne ? Alors je dirais que la journée type d'un académicien, en tout cas d'une académicienne ou celle que je suis, c'est d'être à son atelier à dessiner, parce que il est important que la création garde le dessus, en fait. C'est-à-dire que que les académiciens ne soient pas comment dire, débordés et complètement, ne se sacrifient pas pour l'académie. C'est pour ça que l'académie, je crois, est très forte, c'est qu'elle est composée d'artistes qui continuent de créer, qui ont encore du temps pour créer de leur côté. Et bien sûr, il y a aussi du temps à consacrer à l'académie. Donc en gros, ce que nous avons à faire, alors nous nous réunissons chaque mercredi en séance. Nous abordons des points d'actualité. Il peut s'agir vraiment de débattre d'une question pointue sur, je sais pas, les droits d'auteur, les vitraux de Notre-Dame, enfin vraiment des sujets qui résonnent avec l'actualité, parfois même l'actualité politique. Entre parenthèses, l'Académie est vraiment sous aucune tutelle, elle est indépendante politiquement et philosophiquement. Nous sommes aussi sollicités pour faire partie de jurys ou de commissions. Le jury du prix de dessin Pierre-David Veil, par exemple, le jury des résidences de la Villa Dufresne, etc. Donc il y a vraiment... L'Académie a aussi un œil sur le fonctionnement de la Casa Velasquez, qui est une grande résidence d'artistes. Donc il s'agit d'accompagnement, de soutien régulièrement, et on se répartit les rôles en quelque sorte. Et on est plus ou moins investi, ça c'est en fonction du temps de chacun, et c'est très respecté par tout le monde, ça c'est vraiment très très bien. Quel académicien admirez-vous particulièrement ? Alors j'admire particulièrement un correspondant de l'Académie des Beaux-Arts, pour varier un peu. Et il s'agit de Jean-Yves Tadier, que j'aime énormément, qui est un des spécialistes de Proust, entre autres, qui a fait une biographie de Proust très, très connue et qui est vraiment une référence. Et je suis moi-même grande lectrice de Proust et son œuvre me touche énormément. Enfin, à chaque fois que je vois Jean-Yves Tadier, j'adore l'écouter, j'aime sa simplicité, son érudition, et c'est un bonheur à chaque fois de le voir. Ouais. Quelle œuvre a été décisive dans votre vocation ? Alors il y a une œuvre qui m'importe, qui a été très importante dans ma vie, que j'ai découverte, que j'ai lue quand j'avais une trentaine d'années, c'est La recherche du temps perdu de Proust. Et ça a été une lecture sur un certain temps, il faut du temps pour lire cette œuvre. Mais quelle récompense incroyable. Comment dire, je crois que Proust, la recherche du temps perdu, c'est une œuvre sur l'art. Alors dedans il y a plein de choses, il parle de musique, il parle de littérature, il parle de milieux sociaux, de politique, etc. Mais il s'agit surtout d'art, et la question
enfin, le sujet vraiment de cette œuvre énorme, c'est la vocation, c'est vraiment voilà, comment le narrateur devient écrivain. Mais pour devenir écrivain, il passe par l'art, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des pages assez inouïes sur le processus créatif à travers un personnage de peintre qui s'appelle Elstir. Et en lisant ces pages, alors que Proust va nous parler de peinture de la fin du XIXe siècle, il pourrait très bien parler, ça pourrait évoquer tout à fait le travail d'un dessinateur d'aujourd'hui, d'un peintre d'aujourd'hui ou d'un dessinateur de bande dessinée, tant le processus créatif est quand même assez semblable. Et je crois que je n'ai jamais lu ailleurs des pages aussi sensibles, aussi profondes, aussi justes sur l'acte créateur et c'est assez bouleversant. Il y a quelque chose aussi d'important chez Proust, c'est qu'il s'agit vraiment il vous propose une lecture de vous-même, en fait, vous avez vraiment une lecture à l'intérieur de vous, et ça aussi c'est un acte propre aux dessinateurs, pour parler du métier que je fais, mais on va commencer par regarder ce qu'il y a en nous, avant même de coucher quelque chose sur le papier. Il y a vraiment on se fait un scanner de soi-même, et bien sûr ce sera enrichi par tout ce qu'on aura observé dans le monde. Et en tout cas, voilà, cette œuvre est importante et elle me fait penser à un vers d'un poème de Baudelaire aussi que j'ai lu quand j'étais gamine et qui pour moi pourrait s'insérer et s'intégrer dans la recherche du temps perdu. C'est que Baudelaire a écrit un poème qui s'appelle Correspondance, et il y a un vers connu qui est les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Et ça, j'ai l'impression que ça pourrait presque résumer la recherche du temps perdu, et ça résume aussi mon métier, en quelque sorte, qui est qu'on va créer des résonances en toute simplicité, bien sûr, hein, il ne s'agit que de bande dessinée, mais on va chercher des correspondances et on va faire confiance à notre intuition, avant même que de miser sur l'intelligence. Il s'agit d'abord de regarder au plus près ce qu'on ressent, les sensations, les sentiments, et voilà, donc c'est pour ça que la recherche me bouleverse. C'est vraiment une œuvre qui m'accompagnera toute ma vie, je crois. Ouais. Quel est votre processus créatif ? Ah, mais chaque livre, chaque bande dessinée, chaque album est un défi depuis le début, parce que chaque livre est différent. En tout cas, j'essaie de faire des livres différents. Qui sont toujours au plus près de moi, de ce que je vis. Ce sont des livres qui m'accompagnent, qui sont très près de ce que j'ai vécu au moment où je les ai faits. Et à chaque livre, je vais me poser la question de l'outil. Parfois même c'est l'outil qui va définir la forme du livre. Chaque livre va... soudain, quand on commence un livre, il y a une meute de doutes qui déboule comme ça en aboyant. À chaque fois, c'est tout un tas de questions qui déboulent. Et c'est génial, c'est ça qui est génial, c'est que rien n'est jamais gagné, rien n'est jamais acquis. Bien sûr, on a une expérience, mais il faut redémarrer à chaque fois. Est-ce que mon histoire va être intéressante? Qu'est-ce que j'ai raconté? Pourquoi? Est-ce que ça résonne aujourd'hui dans le monde actuel? Est-ce que je suis à côté de la plaque? Comment je vais écrire? Est-ce que je vais être un peu plus muette que d'habitude? Est-ce que je vais laisser mon dessin écrire à ma place, parler à ma place? À chaque fois, c'est 10 milliards de questions. Et étant donné qu'à chaque fois que je publie un livre, je le trouve nul, une fois qu'il est publié, je suis un peu dure, mais je posais la question à tous les dessinateurs et dessinatrices, je pense qu'ils vous disent la même chose, ils disent « Oh là là, une fois que le livre est publié, on ne veut plus le voir ». Ça donne justement le goût de faire le prochain, et on se dit « Bon voilà, je ferai mieux la prochaine fois ». Et j'aime c'est pas une course, hein, mais c'est plutôt un marathon, et qui est plein de péripéties, et j'adore ce sport-là. Ouais. L'Académie des Beaux-Arts vous a-t-elle inspiré une idée d'album ? Alors on m'a souvent demandé si j'allais faire une bande dessinée. Je crois que c'est la première chose que mes confrères académiciens m'ont dit quand je suis arrivée à l'Académie. Et c'est assez sympathique parce que c'est là où on voit
comment dire, le pouvoir du dessin en quelque sorte, le pouvoir de la caricature. Et quelque chose, la caricature, ça énerve et puis ça plaît parce qu'en fait c'est vous qu'on croque, on vous rend vivant dans un carnet de croquis, enfin on vous rend immortel en fait. Voilà, on est immortel au carré. Un académicien qu'on fixe sur un dessin, il est deux fois immortel. Et non, on m'a souvent posé la question, mais c'est pas du tout prévu parce que je n'ai pas de recul, parce que je suis trop dedans, parce que c'est un travail. Oui, il me manque. Quand je fais des livres, j'aime bien avoir une sorte de vue aérienne. Et là, elle n'est pas complète encore. Et donc on verra. En tout cas, c'est pas au programme. Quelle est pour vous l'importance de la transmission ? Je ne cherche pas spécialement à transmettre dans mes livres. Déjà, le livre en lui-même est une transmission, c'est un objet qui va être partagé. Je crois que je cherche d'abord à me rassurer ou à essayer de ne pas perdre des connaissances, des éléments, des souvenirs. Je crois qu'au départ, chaque auteur vous le dira. On fait un livre pour soi. Je crois que si on commence un livre en pensant à sa réception, en pensant au lectorat, on est fichu. Ça veut dire qu'on aura toujours un lecteur derrière son épaule et qui va peut-être nous censurer inconsciemment, donc ça ne marche pas. Donc il y a au départ un geste égocentrique ou égoïste, et qui est un égoïsme sain, je crois. Et ce qui n'empêche pas après que dans la démarche, on va bien sûr s'ouvrir, puisqu'on va parler de tas de choses, on ne va pas forcément parler de son nombril dans un livre. Mais donc je ne pense pas à la transmission, je crois que je récolte, ou j'essaie de m'entourer d'amis imaginaires ou récents, ça dépend ou réels, pardon, ça dépend des livres que j'ai faits. Dans Mes hommes de lettres ou Le Pont des Arts qui évoque les amitiés entre peintres et écrivains, j'avais besoin d'être entourée de Picasso, de Flaubert, de George Sand, parce que j'aime leurs pensées, je ne veux pas oublier ce qu'ils ont écrit, je veux, en les dessinant et en écrivant, en reprenant leurs citations, j'ai l'impression que ça s'imprègne en moi et que ça me rend peut-être aussi un peu moins idiote. Et voilà, donc je veux m'entourer de gens comme ça. La légèreté, je me suis entourée j'ai essayé de faire revivre mes amis assassinés le 7 janvier 2015 dans l'attentat contre Charlie Hebdo. Je voulais qu'ils soient voilà, dans ce livre. C'est comme je le disais, un livre peut vous rendre immortel, si tant est qu'il ne finit pas en autodafé. Et donc c'est vraiment... je crois que les livres, c'est vraiment, enfin les livres, les bandes dessinées, c'est une histoire d'amitié. Je crois que je cherche vraiment à ne jamais rompre les liens et à ne jamais perdre la mémoire. Je trouve que ça correspond à des angoisses aussi très personnelles. Il faut être très angoissé pour être dessinateur, créateur sans doute. Mais... Quel conseil donneriez-vous à un jeune artiste ? Je recommanderais la curiosité à toute épreuve. Ne pas rester... sur un genre précis, ne pas chercher un style particulier, mais vraiment s'ouvrir, lire énormément, aller voir des expos. Enfin là, je parle de quelqu'un qui pourrait devenir dessinateur ou dessinatrice. Tout absorber, tout observer, faire du croquis tout le temps, partout dans la rue, se tromper beaucoup. Ne pas avoir peur de se tromper, ne pas avoir peur de gribouiller n'importe quoi, s'essayer à l'écriture, recommencer et montrer son travail, si possible, ouais, à des profs, à des professionnels, à des amis, et accepter la critique. Nous sommes de grands sensibles, nous les artistes, mais il est important de ne pas être susceptible, il me semble, dans la création. Je crois qu'on sait tous, quand on est dessinateur, à quel moment on va cesser de faire entendre la voix des autres, on sait à un moment donné quand est-ce qu'on est sûr de soi, etc. Mais vraiment, voilà, les tours de table peuvent être toujours intéressants. Et, voilà, il ne faut jamais se perdre, bien sûr, mais bon, là, je parle de ce que j'ai vécu et que j'ai vécu comme une chance. Enfin, je l'ai vraiment savouré de rencontrer voilà, beaucoup de dessinateurs, de professionnels qui m'ont toujours encouragée, qui m'ont dit, Cabu me disait, mais va faire du croquis, quand tu vas avoir une expo, note ceci, cela, écoute, regarde. Et j'ai fait ça et je crois que ça a fini, enfin c'est pas que ça a marché, mais ça a donné quelque chose qui me correspond. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui ? Qu'est-ce qui me motive aujourd'hui ? C'est difficile parce qu'au moment où on enregistre cette vidéo,
le monde va encore plus mal qu'il n'y a pas si longtemps. Donc je trouve ça très difficile au moment où on se parle d'être motivé, parce qu'on est plutôt dans un moment de l'histoire, un moment de sidération de la montée du fascisme en Europe et dans le monde, et vraiment d'un chamboulement comme ça des rapports de puissance, des rapports de force entre les puissances. Et donc ça bouscule pas mal, et le temps qu'on se retourne, peut se passer des choses assez graves. Donc voilà, j'ai du mal en ce moment à trouver la motivation. Cela dit, alors autant dire que les hommes politiques et les femmes politiques ne me motivent pas. En revanche, ce qui me motive, c'est de voir l'énergie des actions citoyennes, enfin des citoyens qui se mobilisent, qui s'instruisent, qui se cultivent, qui se soucient du bien commun, que ce soit l'eau, etc., qui se soucient des droits humains, et qui pensent à long terme, voilà, qui n'ont aucune raison de penser à court terme, comme les gens qui souvent travaillent dans la politique. Et ça me motive, et surtout ça me redonne un peu de confiance dans l'humanité, quoi.